Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode du podcast La science des sciences. Cette semaine, nous aborderons le thème des jeux vidéo. Notre premier invité est Louis-Martin Gay, professeur agrégé à l'École de design de l'Université de Montréal et aussi anciennement employé à Ubisoft. Notre deuxième invité est Maude Bonenfant, professeur titulaire au département de communication sociale et publique à l'UQAM, titulaire de la chaire de recherche du Canada en jeux, technologie et société. Et elle est aussi directrice du groupe de recherche Homo Ludens sur le jeu et la communication. Et elle fera paraître très prochainement le livre intitulé « Les jeux vidéo pour enfants ». Nous vous invitons donc dans notre discussion. Bonjour tout le monde, re-bienvenue au podcast de la science des sciences. Cette semaine, deux invités formidables. On va aborder un thème qu'on n'a encore pas abordé, des aspects un peu plus ludiques avec le jeu, particulièrement le jeu vidéo. Mais on va aller plus large avec le jeu. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir. Merci de l'invitation. Et deuxième question super importante, comment ça va? Ça va très bien. Oui, ça va bien, même si le mois de novembre se pointe à l'horizon. On en reparlera dans un mois, mais peut-être pour aujourd'hui, je te dis ça va très bien. Oui, bon, je sais, bon, tu es à l'enseignement ici à l'UQAM. C'est la session qui est en cours. Tout se passe bien. Je sais que c'est un programme plus axé sur jeux vidéo. Oui, ben on a des cours en jeu aussi, en ludification, mais c'est principalement jeux vidéo, puis les technologies informatiques de communication. Et on avait un peu échangé un courriel. Tu es en sabbatique. Oui, je suis en sabbatique cette année, heureusement. C'est-à-dire que ça m'a permis de retourner dans l'industrie, aller travailler avec les gens avec qui je fais souvent mes recherches et puis mes collaborations. Donc là, je suis vraiment en train de travailler avec mes anciens étudiants. C'est particulier, assez unique puis vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut dire le nom de... Ben oui, je travaille dans un endroit qui s'appelle l'Indie Asylum, qui est une sorte de coopérative qui regroupe présentement 14 PME, finalement. Et j'ai travaillé plus précisément avec 3 de ces PME-là, tout en côtoyant les autres, évidemment, qui sont très souvent des PME, soit lancées par mes anciens étudiants ou des gens que je connaissais de l'industrie auparavant, là, lorsque je travaillais chez Ubisoft. Ah, c'est intéressant. On va reparler un peu de l'industrie générale oui, ça plus tard. Plaisir, oui. Ma question, j'entends souvent ça des professeurs qui prennent une sabbatique pour faire de la recherche. Est-ce que c'est commun aussi pour vous deux, ou finalement on prend un long congé, pas pour prendre congé, mais pour... Non, je travaille plus, c'est-à-dire si on parle de l'horaire, là, j'ai plus de... Bon, évidemment, l'horaire est un peu plus flexible qu'à l'habitude, puis j'ai complètement d'autres tâches, donc dans ma tête, à moi, c'est vraiment une vraie sabbatique. Je me sens pas du tout astreint par quoi que ce soit, mais vraiment, ça me permet de faire autre chose, et c'est très peu, en tout cas de moi, même si je suis en design industriel, et on aurait l'impression qu'on devrait voir ça plus souvent, des professeurs qui retournent travailler dans l'industrie, mais le problème, c'est parce que moi, je viens de l'industrie, contrairement à beaucoup de mes collègues. Alors, c'est plus facile pour moi de faire le saut, même si ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas fait de jeux vidéo professionnel. Ça se fait quand même assez bien. J'ai été surpris de voir qu'avec quelle aisance je pouvais quand même rentrer dans tout ça et être utile, même si je suis plus à jour dans toutes les méthodes technologiques et tout ça. On prend le pas assez vite puis on finit par s'habituer. Ah, ben c'est très intéressant. C'est une méthode fabuleuse. Moi-même, anthropologue qui fait du terrain. C'est un peu dans la même directive. Donc, pour commencer un peu, on va mettre la table sur vos recherches respectives et les méthodes que vous employez sont très différentes dans les deux cas, je pense. Donc, on va avoir de quoi qui est très complémentaire. Donc, on peut commencer par ici. Donc, quel est l'objet de recherche et comment on l'aborde méthodologiquement parlant? Alors, mon objet principal, c'est les jeux vidéo. Donc, de manière très générale. Donc, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je l'étudie. Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées.
au départ, c'était principalement des méthodes qualitatives. Moi, je suis sémioticienne de formation, donc je fais de l'analyse sémiotique des interfaces, du jeu, des mécaniques, comment ça produit du sens. Et je suis au département de communication, donc je m'intéresse beaucoup à la manière dont les joueurs, joueuses vont communiquer, socialiser, se présenter, développer leur identité en ligne. Et donc là, c'est plus avec des entretiens, par exemple, de l'observation, donc ce type de technique-là, méthode-là d'enquête. Et à partir de à peu près le tournant quantitatif qu'on a appelé à partir de 2010, où là, les entreprises de jeux vidéo ont commencé à collecter énormément de données, je me suis intéressée à d'autres techniques plus quantitatives et en lien avec du moissonnage sur le web, donc moissonnage de forums, de plateformes comme Reddit ou les commentaires dans YouTube, tout ça. Et donc, à faire là du traitement avec des outils informatisés. Et puis, aussi à travailler avec des entreprises de jeux vidéo parce que je peux pas, en laboratoire, simuler des bases de données massives comportementales. Donc, j'avais besoin de partenariats avec des entreprises de jeux vidéo pour avoir accès au comportement des joueurs, joueuses en jeu. Et là, faire aussi du traitement de données à l'aide d'outils informatisés. Et donc, c'est ça. Ça fait à peu près une douzaine d'années que je travaille sur ces méthodes-là avec différents outils, différentes techniques. Et n'étant pas informaticienne, il a fallu que j'apprenne énormément de choses. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, où là, je teste encore des outils tels que ChatGPT, donc l'IA générative, voir comment on peut faire de la recherche avec le module Data Analytics, par exemple. Mais je m'intéresse aussi à l'outil lui-même, donc avec une approche critique, voir comment les outils informatisés informent la manière dont on va faire de la recherche, quelles sont les limites, quels sont les biais qu'il peut y avoir aussi. Et donc, c'est vraiment une recherche fond-forme, mais mon prétexte pour travailler sur les outils, c'est les communautés de joueurs et joueuses. Donc, c'est toujours mes bases de données, mes corpus, c'est toujours sur le jeu vidéo. Et donc, j'allie les deux ensemble, donc les sciences informatiques avec l'étude du jeu. Est-ce que c'est aussi facile de collaborer avec les entreprises de jeux vidéo sur ces questions? Bien, au début, quand j'ai commencé, c'est vers 2012 à peu près où j'ai commencé à cogner à des portes d'entreprises, c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas encore une bonne compréhension de l'importance des communautés de joueurs et joueuses, que les liens avec les communautés pouvaient déterminer le succès ou non d'un jeu, qu'il y avait une importance de pas juste considérer les communautés au bout de la chaîne en disant, on va faire de la gestion de communauté et on va mettre un gestionnaire de communauté puis ça va régler la question. Et là, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de concepteurs de social, donc des social designers, pour vraiment penser la communauté en amont de la production des jeux. Quel type de relations sociales on veut mettre en place dans la structure du jeu. Puis des fois, c'est des petits détails qui peuvent changer complètement les rapports entre les joueurs, favoriser la toxicité ou au contraire, favoriser l'entraide, une saine compétition et tout ça. Et donc là, ça a pris du temps avant qu'il y ait cette compréhension-là. Mais je dirais à peu près au tournant de 2015, les entreprises ont commencé à se rendre compte de l'importance de la communication, la socialisation, les communautés en ligne. Et là, l'expertise que j'avais en études du jeu dans ce domaine-là très précis, là, non seulement j'avais pu à cogner aux portes, mais on est venu me chercher. Et donc là, j'avais accès... puis je parle au passé parce que j'ai laissé un petit peu de côté les travaux avec l'entreprise pour certaines raisons, on pourra peut-être en reparler plus directement. Mais c'est ça. Ça, c'était mon moyen pour moi d'avoir accès à des bases de données comportementales, puis à aussi étudier des communautés de manière assez unique. Par exemple, dans des modes bêta, au moment où les communautés sont pas encore formées. Et ça, d'un point de vue de la recherche, c'était vraiment passionnant de voir comment les prémices d'une communauté autour d'un jeu qui va sortir éventuellement se mettent en place. Ah ouais, très bien. Et encore là, une autre approche complètement au jeu, mais tout à fait pertinente. Oui, si on veut, on a beaucoup de différences dans la façon dont on travaille. Maud a vraiment besoin, je pense, en tout cas, de beaucoup de quantitatifs à un certain moment. Moi, j'en utilise très peu, à part quand je travaille sur des projets avec d'autres spécialités, comme la psychologie, disons, la neurologie et tout. Mais je m'intéresse, et puis mon objet, finalement, c'est la pratique
du design de jeu. Donc, comment est-ce que cette pratique-là a évolué dans son histoire, où elle en est rendue aujourd'hui, et comment, dans chaque communauté, bien évidemment, je m'intéresse principalement au Québec, parce que c'est une des 3 plus grandes communautés au monde pour ce qui est du design de jeu. Comment est-ce que cette communauté-là évolue? Et quand je parle de communauté, c'est qu'il y a bien au-delà de la professionnalisation, je pense, du design de jeu, il y a aussi un intérêt pour la création, la conception ludique, dans toute autre forme, je dirais, de pratiques qui ne sont pas nécessairement vouées à créer un objet de consommation. Et là, je parle évidemment dans le domaine éducatif, où c'est là que je fais le plus de recherche, je pense, de par mon background. Moi, je suis, dans le fond, enseignant à la base, qui a terminé en histoire de l'art avec le jeu vidéo par la suite mes études. Mais principalement, je vais vraiment travailler avec les designers qui sont des professionnels dans l'industrie, de façon beaucoup plus qualitative, en observant comment est-ce qu'ils font les choses. Quand je parlais tout à l'heure d'une petite communauté là, de 14 entreprises, c'est assez impressionnant comment est-ce qu'il n'y a rien de standard, ou presque, là, c'est-à-dire que chaque entreprise, comme ils ne font pas les mêmes objets, au final, ça reste des jeux, on est bien d'accord, mais c'est pas du tout le même genre de jeu, eh bien, ils vont utiliser des façons différentes pour s'y rendre, tout dépendant aussi de la grosseur de leur entreprise, et comme on est tributaire inévitablement de toute l'ingénierie qui va avec, le designer de jeu, dans mon cas, se doit de travailler main dans la main, de comprendre l'ingénierie du processus, qui est un peu moins le cas lorsqu'on, disons, à la faculté où je travaille, on va parler du linge, des souliers, du design, disons, lumineux, des choses comme ça. On est très près de la capacité de rendre et de finaliser un design sans avoir besoin de l'ingénierie. Tandis que nous, dans notre cas, on ne peut pas rien faire, ou presque, sans l'ingénierie. Et c'est ce qui fait que d'un autre côté de ma recherche, évidemment, je m'intéresse aussi à la pratique du design, on va appeler ça, qui n'est pas numérique. Alors, tout ce qui est design de jeux pour la société, alors les jeux de société, comme on les appelle souvent, mais les jeux de groupe, les jeux pour enfants, et tout ça sont vraiment très importants aussi pour moi, parce que c'est souvent à partir de là qu'on comprend les mécaniques de l'émotion, qu'on comprend les mécaniques aussi de la stratégie. Donc, il y a une part aussi d'études mathématiques, la théorie des jeux et tout ça, ça fait aussi partie des réflexions. Et puis, je suis un professeur aussi qui enseigne la pratique. Alors, je me dois aussi, moi, d'être à jour avec la pratique, même si cette pratique-là est bien informée par les théories, les concepts qui sont, peut-être depuis maximum une trentaine d'années, parce que design de jeu, avant qu'on écrive là-dessus, là, ça a pris au moins une trentaine d'années de pratique, de punk jusqu'à aujourd'hui. Mais disons, dans les 20 dernières années, il y en a plusieurs qui se sont mis à la tâche pour essayer de fournir un peu de théorie à tout ça. Et donc, j'essaie aussi de m'en informer pour pouvoir la transférer et pouvoir la comparer aussi. Donc, c'est ce que je fais beaucoup quand je vais travailler en collaboration avec les gens dans l'industrie qui sont extrêmement précieux pour ma recherche, parce que jusqu'à un certain point, sans eux, mon objet de recherche serait probablement très différent. Il ne pourrait pas, en tout cas, prendre de l'expansion, c'est certain. C'est intéressant parce que depuis quelques décennies, le jeu vidéo, l'industrie a grandement grossi, et même beaucoup de gens vont jouer à des jeux de société. Cette industrie-ci, au Québec, a explosé il y a quelques années. C'est de plus en plus populaire, et donc la recherche suit finalement ces mouvements. On est des fois un peu en avance, là, mais ultimement, le jeu vidéo, j'ai toujours l'impression qu'il y a un certain stigma, même au milieu académique, dans certaines disciplines peut-être plus particulièrement, comme objet d'étude, c'est un peu... Je te dirais, moi j'ai commencé à étudier le jeu vidéo au début des années 2000. Donc quand je suis rentrée à la maîtrise, c'était déjà mon objet d'étude. Et à ce moment-là, il n'y avait rien. Les études contemporaines du jeu sont nées officiellement en 2001. Espen Arcette a fait l'an 1 officiel, et donc moi je suis rentrée en 2001 à la maîtrise. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, de dire je travaille sur le jeu vidéo, c'était
ça sortait de l'ordinaire. C'est sûr que j'ai eu dans les années 2000 quelques commentaires. En plus, j'étais une femme. Donc là, il y avait la fille en jeu vidéo, sous le principe de la Schtroumpfette, là. Donc, dans les années 2000, il y avait aussi beaucoup de préjugés sur la pratique du jeu vidéo. Puis, dans les colloques, il n'y avait pas de colloques nécessairement sur les jeux vidéo. Donc, souvent, j'étais dans d'autres sujets. Il fallait que je parle pendant 10 minutes de mon objet pour finalement donner ma com de 10 minutes après. Et dans les questions du public, ça avait aucun lien avec ce que je venais de présenter. On me parlait toujours de la violence dans les jeux vidéo, de l'isolement social et du sexisme. Et je voyais tout de suite que c'était des personnes non joueuses qui avaient énormément de préjugés. Donc, on était vraiment encore avec l'adolescent boutonneux dans le sous-sol. Et à partir des années 2010, j'ai vraiment senti un changement. À partir du moment où on a commencé à parler de ludification et que là, certains domaines, dont l'éducation, la santé, le marketing, ont commencé à voir dans le jeu peut-être une avenue pour communiquer. Et là, les discours sociaux ont commencé à changer. L'industrie québécoise s'est affirmée aussi. Donc là, il y avait un argument économique autour du jeu. Donc, ça a changé les mentalités. Et depuis la pandémie, ben c'est encore autre chose. Là, on a vraiment beaucoup évolué. Donc, je dirais qu'en 25 ans, les discours sociaux ont vraiment beaucoup évolué avec les pratiques, avec le fait, le téléphone cellulaire, par exemple, où presque tout le monde a installé un petit jeu. Donc, c'est plus... Et là, les générations d'enfants qui jouaient dans les années 80-90 sont parents désormais. Et donc, là, on a une deuxième génération. Donc, il y a une meilleure compréhension de ce que c'est le jeu vidéo. Et ça fait plus de 20 ans là, qu'il y a une légitimation au sein de l'université pour l'étude du jeu. Donc, personnellement, moi, je sens plus du tout ces préjugés-là où j'ai plus du tout à défendre la légitimité de mon objet. Et au contraire, on vient nous chercher de plus en plus souvent pour cette expertise-là, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la société, vu la popularité du média, là. C'est intéressant parce que hier, j'écoutais une vidéo, il y avait justement Donald Trump, candidat à la présidentielle, qui parlait de violence et qui mettait le blâme aussi sur les jeux vidéo. Bon, son discours était incohérent, là, je peux pas dire qu'est-ce qu'il voulait faire exactement, s'il voulait bannir les jeux ou quoi que ce soit, mais ça se voit encore un peu au moins, du moins chez nos voisins du Sud. C'est vrai qu'au Québec, je veux dire, surtout que l'industrie est quand même florissante ici, ça a sûrement dû aider à l'acceptabilité sociale. Bien, je dirais, là, récemment, j'étais à la commission sur les jeunes et les écrans et je peux dire qu'on parlait beaucoup plus des médias sociaux numériques que des jeux vidéo. Et là, la perspective est beaucoup plus envers les effets nocifs des médias sociaux numériques que des jeux vidéo. Il y a vraiment eu un renversement là, qui s'est opéré. Et donc, du côté des jeux, personnellement, j'adore les jeux, donc je suis très critique. Et ce qui m'inquiète beaucoup plus dans les jeux vidéo présentement, c'est par exemple la collecte de données massive en lien avec les jeux mobiles, par exemple, les stratégies qui vont être utilisées avec le profilage qui va être fait avec ces données-là pour diffuser de la publicité. Mais aussi pour faire des offres de microtransactions. Donc là, il y a toute une manipulation en lien avec la manière dont on va profiler les joueurs et joueuses, dont on va les faire regarder de la publicité, dont on va les rendre accros à certaines techniques, dont la gamblification. Et donc, pour moi, c'est là où c'est beaucoup plus inquiétant là, du côté des jeux. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas, étonnamment. Donc, pendant longtemps, on a reproché beaucoup de choses aux jeux. Et là, pour moi, c'est ça le vrai danger, beaucoup plus que la violence ou le fait de l'isolement. On sait que c'est pas du tout ça le problème. Là, le problème, c'est les stratégies de monétisation dans l'industrie est en train de virer là, vers des nouveaux modèles, les jeux gratuits, les jeux en tant que service, les passes de saison, etc. Et tout ça demande un temps de connexion le plus long possible avec des dépenses monétaires. Et donc, une recherche récente que j'ai faite, que je poursuis, là, je suis dans la troisième phase, c'est sur les jeux mobiles pour enfants. Et nous, on s'est rendu compte qu'il y avait même des mécaniques de gambling dans des jeux de tout petits. Et donc, on est rendu là à même mettre ce genre de mécanique-là dans
vend des jeux pour tout petits, alors que c'est des petits personnages attachants qui ont l'air tout banals, et pourtant, c'est les pires jeux sur le marché. Et donc, c'est ça ce dont on devrait parler présentement, et avec les réseaux, les médias sociaux numériques qui utilisent ces stratégies-là pour garder connectés les personnes. On peut en parler un peu plus spécifiquement de jeux vidéo ou jeux en général avec les jeunes. Je pense que c'est un sujet intéressant qui n'est pas juste négatif. Hein? Il y a des bons côtés à ça. Après, la monétisation, c'est effectivement un problème de plus en plus majeur. Mais j'aimerais entendre, tout d'abord, on peut aussi parler des certains aspects plus positifs. On va revenir sur les aspects négatifs de l'industrie en général, surtout des questions économiques. Mais il y a une question ludique, une question d'apprentissage, particulièrement pour les jeunes, et je sens qu'il y a de plus en plus de jeux en général, mais aussi de jeux vidéo spécifiquement pour les jeunes, mais pour apprendre, et qui sont, ma foi, très bien faits. Certains sont très bien faits, effectivement, parce qu'ils vont souvent être créés en collaboration avec des spécialistes de l'apprentissage, des enseignants ou même des pédagogues professionnels. D'autres, cependant, utilisent en quelque sorte, je dirais, la tapisserie qui va autour du jeu comme étant une sorte de porte d'entrée vers des publics ou même des marchés qui sont inatteignables autrement. Et c'est extrêmement lucratif si on réussit à faire entrer des jeux dans la structure, disons, comme ici, du ministère de l'Éducation ou d'autres endroits comme ça. Mais au Québec, je trouve, et c'est vraiment malheureux, peut-être que Maude a une perspective un peu plus précise là-dessus, je trouve qu'on ne valorise vraiment pas assez, d'un point de vue gouvernemental, la production de ces jeux-là. On n'aide pas les compagnies qui en font, ou très, très peu. Et en plus, on leur offre pas la possibilité de travailler en collaboration, donc de faire du réseautage et de collaborer à des créations. Et dans le design, moi j'enseigne entre autres le design d'apprentissage et toutes ces choses-là. Et puis, on voit souvent que les créateurs ou les designers qui ne réussissent jamais à avoir de subventions, à part à l'université, pour développer des projets comme ça pour les enfants, pour les plus jeunes, même les tout petits. On fait des réflexions. J'ai une étudiante qui a travaillé sa maîtrise sur des enfants de 4 ans à peu près, de l'impact du jeu et aussi comment le jeu peut être un outil de communication dans un cas où les langues parlées ne sont pas les mêmes entre l'enseignant et puis l'enfant, ce qui est régulièrement, de plus en plus régulier dans nos classes ici, entre autres à Montréal. Eh bien, sans faire trop grosse parenthèse, souvent, ces gens-là ne reçoivent pas d'appui pour promouvoir des projets comme celui-ci. C'est vraiment un parcours du combattant, systématiquement. Et je ne veux pas comparer avec les autres argents qui sont donnés à des productions vouées à la distribution de masse et aussi à engranger des profits. Je pense que c'est deux choses complètement différentes, mais il reste qu'il y a une proportion majeure, disons 99,9% du budget qui est alloué aux grandes compagnies et presque rien qui sont alloués à des gens qui veulent faire des jeux qui sont là pour l'épanouissement humain. Et je ne veux pas essayer de prêcher pour quoi que ce soit, mais je pense que le jeu est de plus en plus accepté comme outil d'apprentissage. Il l'a toujours été parce qu'on joue pour apprendre. La seule chose, c'est qu'on n'a jamais eu l'aide d'un tiers parti qui est un programme informatique ou même des jeux à l'intérieur des classes. C'est impressionnant lorsqu'on va dans des classes à quel point les enseignants sont démunis par rapport à organiser des activités qui sont signifiantes pour les enfants. Surtout lorsqu'on arrive, disons, peut-être en deuxième année et plus, et même au secondaire, on est toujours avec des activités ludiques qui viennent de cahiers d'apprentissage mal foutus, faits par des gens au ministère qui n'ont aucune idée de ce qu'est le jeu. Et on se retrouve avec des problèmes où ça ne donne pas les résultats par rapport à l'investissement. Et là, on est rapide à dire, finalement, le jeu ne fonctionne pas trop. Mais on oublie de dire qu'un jeu inintéressant, un jeu plate, qui n'amène qui ne me permet pas de me développer en tant que personne, je vais l'abandonner, je m'y intéresserai pas. Et c'est souvent ce qu'on retrouve dans les classes, malheureusement. Et je lance pas la pierre aux enseignants, parce que j'en connais beaucoup, puis ce sont mes anciens collègues d'études, mais ils ne sont pas formés, on ne les aide pas à eux-mêmes aussi se développer, avancer de leur compréhension du jeu. Ils sont pris tout seuls, au dépourvu, à devoir essayer d'entrer avec ce nouveau type de communication-là, en contact avec des enfants, bien souvent de maintenant plusieurs horizons différents culturels.
Alors, c'est vraiment pas évident dans ce contexte-là. Et là, le jeu, ben, on pourrait dire, je suis certain que Maud peut ajouter beaucoup de choses là-dessus, mais on pourrait dire que le jeu a encore besoin, en tout cas les gens qui s'intéressent au jeu ou notre société, même si on sait qu'est-ce qu'est le jeu, même si on n'a rien contre le jeu, il y a une grande partie de maturité qui n'est pas encore là. Et je pense qu'on a vraiment besoin de maturer en tant que société. Et si on voyait le jeu comme un outil utile, intéressant, permettant l'épanouissement, on porterait un peu moins attention à ces significations supposément de violence et de sexisme qui sont là. Ils sont pas... Oui, tout à fait, ils existent. Mais on met tellement, je dirais, d'efforts à décrier tout ça. Et puis, on ne met pas assez d'efforts à regarder tout ce qu'on pourrait faire de bénéfique avec cet outil-là. Et là, il y a vraiment un débalancement. Il faut décrier, bien sûr. Entre autres, ce que Maud fait, c'est extrêmement intéressant. Faire une veille constante là-dessus. Et puis, être capable de lever la main quand ça va pas. Et lever la main quand ça va bien. Mais il faut que les autres personnes dans notre entourage, je pense que ça va évoluer. On a encore des boomers au pouvoir. Un jour, on aura peut-être des X et puis des Y, donc on verra qu'est-ce que ça donne. Une des recommandations que moi je fais, puis ça va répondre à plusieurs éléments soulevés, c'est que présentement, la catégorisation des jeux vidéo, parce que les jouets fonctionnent différemment, les jeux vidéo sont catégorisés par l'industrie. Donc, le ESRB, c'est le lobby de l'industrie vidéoludique nord-américaine qui s'en occupe. Et ou sinon, c'est les magasins d'applications. Donc, Google a sa catégorisation, l'Apple Store a sa catégorisation. Et donc, c'est l'industrie qui catégorise les jeux, qui définit les catégories et chaque entreprise met la cote qu'il veut. Et donc, les cotes, il y a beaucoup de problèmes, à commencer par le fait qu'elles ne sont basées que sur le contenu et pas sur les mécaniques. Et donc, quand on dit qu'il y a un jeu qui est, par exemple, pour tous, ben c'est que il y a pas de sexualité, il y a pas de violence, gore, il y a pas, de drogue, etc., mais rien sur les mécaniques. Et donc, ça, c'est d'abord un premier problème parce qu'on sait très bien que l'effet est encore plus grand par les mécaniques que par les représentations. Et il y avait une cote qui existait qui s'appelait Early Childhood, donc petite enfance, qui était la plus restrictive parce qu'elle était appuyée sur une loi états-unienne qui s'appelle la COPPA, qui est une loi de la protection de la vie privée des enfants, entre autres. Et cette cote-là disait en gros que ce jeu-là protège la vie privée de l'enfant, puis il y avait d'autres règles autour. Ben la cote a été si peu utilisée par les entreprises que le lobby l'a abolie en 2018 et maintenant tous les jeux pour enfants sont pour tous. Et quand on dit pour tous, ça veut pas dire que le jeu est bon pour l'enfant. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de contenu mauvais pour l'enfant, mais il peut être totalement inadapté pour l'enfant. Et donc, ça, c'est un des problèmes, et il y en a beaucoup. Et donc, moi, une de mes propositions, ce serait exactement comme le cinéma. Pourquoi n'avons-nous pas une régie du jeu vidéo, comme on a une régie du cinéma qui est maintenant inclus dans le ministère de la Communication et de la Culture, où il y aurait des expertes indépendants qui évalueraient les jeux d'après une classification on développerait à partir des mécaniques qui répondraient aux valeurs et normes québécoises et puis qui répondraient au stade de développement de l'enfant, à certaines compétences, etc. Et donc, une vraie classification, cote des jeux, qui serait apposée par des experts et là, de manière indépendante. Et donc là, le parent pourrait vraiment se fier. Si c'est une cote petite enfance, le parent est sûr que son enfant est en sécurité, ça respecte son développement, etc. Et donc, un des arguments que je mets de l'avant, non seulement pour les adultes, puis pour éventuellement les enfants, il y aurait vraiment une meilleure confiance en les jeux, mais pour l'industrie, il y aurait un avantage aussi, parce que, évidemment, que pas tous les jeux vont pouvoir être évalués, parce que surtout là, avec l'IA générative, on va en voir une panoplie de jeux mobiles sortir des centaines par jour. Et donc, évidemment, on peut pas venir catégoriser tous ces jeux-là. On va faire une sélection de certains jeux qu'on va venir apposer une cote. Et donc, les jeux qui auront une cote auront une plus-value parce qu'ils vont avoir été évalués et donc vont se distinguer dans le flot de jeux qui vont être produits. Et donc, les bonnes entreprises qui vont vouloir se conformer au respect du développement des enfants, des adolescents et même des adultes éventuellement, en éliminant
du design malveillant, etc., pas de gambling, bon, ce genre d'éléments-là, ben ils vont avoir une plus-value, une reconnaissance dans le marché et les parents vont aller vers ces jeux-là. Et là, ils vont vouloir dépenser de l'argent, non pas sur des microtransactions dans des jeux gratuits qui utilisent des stratégies malveillantes, mais vers un jeu qui favorise l'épanouissement de l'enfant, de l'adolescent. Et là, ben, les entreprises québécoises, par exemple, j'imagine les petites PME qui font des excellents jeux pourraient se démarquer dans l'industrie et là, avoir un avantage économique. Et donc ça me semble être un bon argument à mettre de l'avant pour favoriser nos petites entreprises. Et là, peut-être qu'il y aurait aussi un intérêt à développer des jeux avec une visée éducative. Et là, juste un élément sur les jeux à visée éducative, pour nous, ça a eu longtemps plutôt mauvaise presse, dans le sens où souvent, ils ne sont pas nécessairement amusants. Et donc, le contenu est vraiment mis de l'avant, mais il n'y a pas vraiment de jeu, selon notre perspective de joueurs et joueuses. Et on va se le dire, il y en a plusieurs qui sont plates. Et donc, c'est dire, ben, au lieu de prendre du contenu puis d'essayer de ludifier, qui devient généralement pas très amusant, c'est de prendre un jeu, donc quelque chose d'engageant, d'amusant, de stimulant, et là, d'essayer de mettre du contenu pédagogique. Et donc, c'est vraiment un renversement de la manière dont on considère les jeux. Et là, on commence à en voir des jeux qui sont conçus comme ça. Et là, c'est intéressant parce que vraiment, le plaisir est mis de l'avant avec la collaboration, avec la compétition qui peut être très saine pour motiver l'enfant. Et là, il y a des apprentissages qui sont faits parce que de toute façon, jouer à un jeu de société, on fait des apprentissages de toute façon. Et là, j'ai un projet qui débute, ça va peut-être t'intéresser, avec des enseignants dans une école primaire qui, eux, utilisent des jeux de société commerciaux. Oui. Et là, c'est vraiment des jeux amusants qui sont vendus commercialement et c'est dire, bien, comment on peut prendre ces jeux-là et les associer à des compétences qui doivent être développées dans un contexte scolaire et là, de travailler à partir de ces éléments-là. Et donc là, on met de l'avant le plaisir du jeu et ensuite voir comment on peut tirer profit des compétences qui sont développées par l'enfant. Encore une fois, un renversement de la question. Puis on entre exactement dans ce dont je parlais tout à l'heure. Ben, là, dans ton projet, vous allez outiller des enseignants. C'est ça. Et ça, ben, c'est sans les mettre sur un piédestal ou sans les mettre sur la sellette, puis dire il faut absolument qu'ils se forment tous. Il faut quand même être conscient que certains pourraient être formés et devenir éventuellement des ambassadeurs dans leurs petites écoles, justement, étant un peu plus spécialistes que les autres sur le domaine de la ludification, l'utilisation de jeux qui sont déjà existants, mais à des fins détournées, recycler, réorganiser le matériel pédagogique pour le rendre plus ludique. Donc, ce sont toutes des choses qui peuvent être faites. Et comme ça, il y a une grande partie de design là-dessus, ben, c'est clair que dans notre école, en design industriel, ben, on s'intéresse beaucoup à ça. Et là, à ce moment-là, je suis même plus le seul à m'y intéresser. Même si, bon, moi, je forme ceux qui, en théorie, devraient créer les jeux. Je ne forme pas non plus tous les designers qui pourraient faire des projets comme ce dont Maud vient de parler, qui serait tout simplement d'aller dans les écoles et travailler sur la récupération, la réorganisation. Il pourrait y avoir des fins éco-responsables, il pourrait y avoir toutes sortes de choses parce que les gaspillages sont incroyables. Si on prend juste à la CSDM, ou en tout cas ça s'appelle différemment maintenant, là, le centre scolaire de Montréal, eh ben, on jette des tonnes de choses aux poubelles régulièrement et puis c'est presque une honte. Donc tout ça pourrait être aussi réorganisé en prenant en compte la récupération possible, pas seulement physique, mais la récupération d'objets pour en faire autre chose et surtout dans le domaine ludique, intéresser les jeunes à utiliser ces objets-là, ces jouets-là, ces jeux-là pour en faire autre chose que ce à quoi ils avaient été prévus ou même les utiliser exactement comme on leur propose, mais de la façon à avoir, je dirais, une vision un peu plus éducative, éthique
de la pratique à ce moment-là. Nous, sur quoi on travaille beaucoup, c'est des scénarios pédagogiques, des scénarios ludiques. Donc oui, il y a le jeu, mais c'est pas tout. Donc il y a un avant, il y a la séance de jeu, il peut y avoir un après. Et même nous, ce qu'on s'est rendu compte qu'on essaie de développer, pour l'instant, c'est encore expérimental. On parlait de méthodologie. Donc évidemment, je peux pas généraliser, mais de ce qu'on observe sur le terrain avec les enfants, les ados, c'est que oui, la séance de jeu, il y a des apprentissages où il y a des compétences qui se développent, où il y a même des connaissances qui sont acquises, mais de faire des jeux, c'est encore plus fort comme mode d'apprentissage. Et donc, ce qu'on fait, entre autres, avec un jeu qui est un jeu de cartes avec des situations, bien, les enfants jouent à ce jeu-là et à la fin, on leur fait faire une carte de situation. Et chaque enfant doit faire la situation, l'imaginer avec les réactions possibles. Et donc, on le voit que là, il y a vraiment un apprentissage parce que l'enfant réfléchit, doit créer, doit utiliser le matériel. Ils peuvent même dessiner pour les plus petits parce que le jeu se joue entre 8 et 16 ans environ. Et donc, puis nous, on s'est rendu compte qu'en fait, les enseignants, enseignantes récupèrent ces cartes-là et en font une évaluation dans le cadre du cours d'éthique et citoyenneté. Oui. Et donc là, c'est super de voir ça. Et là, ça, c'était pas l'usage prévu du jeu. Et peut-être presque même du cours. Donc, peut-être que le cours pourrait devenir moins controversé si on l'alignait tranquillement vers le ludique. En tout cas, j'assume mon commentaire controversé aussi. Mais tout ça pour dire que le jeu en soi, il n'est pas compliqué à apprendre. Et donc, si les enseignants, enseignantes ont ce scénario pédagogique-là, où le jeu, il y a une prise en main très facile, ben là, eux, ils peuvent en faire une séance de 2-3 heures. Ça a comblé, puis ça remplit les objectifs pédagogiques. Et les enfants ont eu du plaisir à travers ça, avec une autre stratégie. Et donc, ça, je pense qu'il y a énormément de potentiel du côté de l'enseignement, les apprentissages à travers le jeu. Là. Oui, parce que le fantasme serait de dire que en formant des designers qui sont, eux, très conscients de tout ça, comme je dis parfois à mes étudiants, dans le fond, à partir du moment où on est conscient et on applique le design d'apprentissage avec une éthique derrière tout ça, on devrait arriver à des résultats qui sont tout à fait intéressants pour la majorité des gens qui veulent apprendre. Cependant, c'est un peu une pensée magique. Il faut quand même arriver à l'appliquer par la suite. Et donc, même si on connaît tous les tenants et aboutissants, le fait de l'appliquer est une autre paire de manches. Et dans ce contexte-là, si on fait ça souvent en relation ou en co-design avec des professionnels du terrain, ça change un peu la perspective de tout ça. Je travaille sur un projet je ne suis pas le porteur du projet. Le projet est porté par Myriam Lavallée, qui est professeure en neurosciences, qui est exceptionnelle à mon humble avis. Et on travaille avec autant des gens de la Criminaux, de la DPJ, des centres de services scolaires de Montréal, sur un jeu qui, en théorie, amènerait les plus vieux un peu, là, on parle de 12-13 ans, à développer leur compas moral à travers des situations et des choix et tout. Mais encore là, même si ce jeu-là se voudrait le plus stand-alone, excusez-moi de l'expression, mais fonctionnel seul, il y aura avec ça une trousse pour les intervenants en centre de jeunesse, pour les intervenants du milieu scolaire. Donc, on ne peut pas se passer, je pense, oui, l'objet ludique est important, mais il y a comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on l'approche et comment est-ce qu'on le débrief dans un contexte d'apprentissage, évidemment. Mais oui, je suis comme probablement tout le monde. Mon fantasme serait de mettre un objet dans le milieu de la table. Personne n'en parle, personne n'en touche, on fait juste jouer, on apprend, on est heureux, on n'a pas besoin de débriefer, c'est génial. Mais dans la réalité, ça se passe très peu comme ça. Ouais. Je me demandais, on parle des jeunes et de jeux en général, est-ce qu'il y a une question genrée dans cette approche, dans le sens, on a de la misère à garder les jeunes garçons sur un banc d'école, des fois, à être un peu d'hyperactivité et tout. Est-ce que ces jeux aident particulièrement les jeunes garçons à les motiver à apprendre et à rester finalement à l'école? On aimerait que ça soit pas genré, mais malheureusement, ça l'est. Puis ça l'est. C'est intéressant parce que j'ai un autre projet de recherche avec mon collègue de l'Université de Montréal, Carl Terrien, qui travaille sur les publicités de jeux dans les années 80-90. Et on se rend compte vraiment que les publicités sont devenues particulièrement sexistes à partir des années 90, où l'on s'est mis à cibler les jeunes
garçons et à exclure les femmes de facto parce que moi, c'était l'époque où j'étais jeune, donc moi, on s'adressait pas à moi. Donc, pour moi, le jeu vidéo n'était pas pour moi. Avant que je me pose la question si peut-être j'aurais aimé à ce moment-là les jeux vidéo. Et donc, à partir des années 90, il y a eu vraiment une césure entre les garçons et les filles qui s'est renforcée dans les années 2000. Bon, il y a toutes sortes d'autres facteurs. Puis, mais à partir de, justement, les téléphones mobiles, les tablettes, les consoles de mouvement comme la Wii, la Kinect, tout ça, ça élargit la population et là, les entreprises de jeux vidéo ont commencé à s'adresser à des populations plus diverses et en même temps, il y avait des joueuses quand même qui étaient présentes dans les communautés. Et là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça fait longtemps qu'on est à 50-50. C'est-à-dire, il y a autant de garçons que de filles, d'hommes, de femmes qui jouent. Et ça fait très longtemps que c'est la parité. Mais on se cachera pas, c'est pas nécessairement les mêmes jeux. Oui, surtout grâce aux portables. Hein. Il y a beaucoup les femmes ont entré avec les portables beaucoup dans le domaine du jeu. Tandis que dans les années 80, c'était très différent. Dans les arcades, il y avait des filles à la tonne. Moi, dans les années 80, j'allais aux arcades pour rencontrer des filles. C'était notre place pour draguer, dans le fond. Et ça s'est devenu, comme Maud l'explique très bien, dans les années 90, on a vu un peu toutes les propositions s'adresser seulement qu'aux hommes. On se posait jamais la question avec Mario, avec Zelda. Tous les hommes et les filles jouaient à Zelda, les frères et les sœurs. Mais à partir des années 90, c'est vrai que il y a un clivage clair. Peut-être parce que, justement, on a présenté des contenus de moins en moins, je dirais, de plus en plus ciblés, des contenus de plus en plus sexistes aussi. Et les femmes commençaient à considérer le jeu vidéo comme immature. Les femmes vont maturer plus vite que les garçons, puis éventuellement vont tasser très rapidement ce qui est un peu immature. Et puis les jeux étaient un peu dans cette catégorie-là, très, très souvent, dans les début des années 90 en tout cas. Ça a évolué, heureusement. Mais il y a ce problème-là qui, maintenant, n'est pas complètement disparu, mais avec votre étude, probablement que vous aurez des conclusions qui montrent qu'il y a eu toute une évolution incroyable depuis cette époque-là. En 2014, il y a eu ce qu'on a appelé le Gamergate, qui est comme un gros événement. Bon, c'est très complexe comme événement, mais une partie de l'événement porte sur, justement, le rapport sexiste et voire misogyne de l'industrie vidéoludique à cette époque-là. Et ça a quand même créé une onde de choc, puis il y a quand même une prise de conscience de la part de l'industrie que oui, les joueuses, principalement, demandaient des personnages sexistes, mais parce qu'on leur proposait que des personnages sexistes. Et donc, c'est sûr qu'à partir du moment c'est qu'on offre d'autres choses, d'autres représentations d'avatars, par exemple, ben il y a de l'intérêt. Et donc, les avatars ont commencé à être de plus en plus nuancés. Et là, on voit des grandes entreprises proposer un homme, une femme, elles sont moins courbées. Il y a même des jeux maintenant que c'est l'héroïne, c'est une héroïne. Et donc, il y a vraiment une transformation là où il y a un message beaucoup plus inclusif qui est lancé. Mais pour revenir à la question pour les jeunes, est-ce qu'il y a une motivation? C'est sûr qu'encore aujourd'hui, on voit que les jeunes de 12, 13, 14, 15 ans, c'est beaucoup des garçons qui vont jouer aux jeux vidéo. Toutes les statistiques qu'on a, oui, les filles jouent, mais moins. Puis, ça va être moins sur des consoles, puis moins sur ordinateur. Ça va être plus des plateformes mobiles. Les femmes, les filles vont jouer. Mais là où il y a un intérêt par rapport à l'école, et ça aussi, c'est controversé, à savoir si on rentre des programmes de e-sport études dans les écoles, justement dans une réflexion sur les jeunes et les écrans, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ma posture, c'est oui, on devrait rentrer les programmes de e-sport études, justement parce que des jeunes garçons sont plus à risque de décrochage scolaire. Ces jeunes garçons-là, une partie jouent certainement aux jeux vidéo, et parce que les programmes de sport-études, en général, c'est des programmes de privilèges. Ça veut dire que, oui, tu peux faire ton sport ou tu peux faire ton jeu vidéo, mais il faut que tu répondes aux exigences. Il faut que tu fasses tes devoirs, il faut que tu sois assidu en classe, il faut que tu suives les cours complémentaires, dont les saines habitudes de vie. Et il faut que tu développes des compétences au sein de ton équipe sportive, comme le hockey, comme le football, etc. Et donc, il y a un encadrement qui vient s'opérer. Et pour les jeunes ados,
Mais ils apprennent à s'auto-réguler à travers ça. On leur donne des outils. Alors que juste dire non, tu joues trop, arrête de jouer, taper sur la tête de l'ado, je pense pas que ça soit la solution parce qu'à un moment donné, l'ado se dit, ben moi, je suis bien dans mon jeu vidéo, je m'épanouis, je développe une estime de moi-même, je suis reconnu par mes pairs et ça, c'est hyper important à l'adolescence de développer cette estime de soi-là, cette reconnaissance des autres, ce sentiment d'appartenance qui est très présent dans les jeux vidéo. Et donc, si à chaque fois que l'ado sort la tête du jeu vidéo, on lui tape sur la tête en lui disant à quel point c'est mauvais ce qu'il fait, ben il a juste envie de retourner. Et finalement, on est en train de créer le problème là, d'une trop grande pratique de jeux vidéo. Donc, si on l'inscrit dans un cadre reconnu, avec une certaine validité sociale, je reconnais ta passion pour le jeu vidéo, ça en fait partie à l'école. Mais ceci étant dit, il faut que tu respectes le cadre et l'enfant va apprendre à travers ça. Hein. Il n'y a pas d'enfant qui veut mal virer, là, mais il faut leur donner des balises. Puis en ce moment, je trouve qu'il y a trop peu de balises. Je trouve que les adultes, on fait pas bien notre travail parce que soit qu'on laisse aller complètement, même les petits, ou soit qu'au contraire, on interdit complètement. Au lieu d'introduire le jeu vidéo, la tablette, le cellulaire, comme on introduirait un jeu de société, un livre, un sport. Et donc, progressivement, on initie, on donne des outils à l'enfant pour s'auto-réguler et puis éventuellement que ça s'inscrive dans sa vie comme toute autre activité de manière saine. Et ça, on le fait trop peu présentement et on laisse aller des jeux qui ne devraient pas être sur le marché présentement. Je pense que sur le fond, Maude a tout à fait raison. De mon côté, je suis un peu plus dans l'optique que je suis assez contre la pratique du jeu vidéo à l'école pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, on se désengage des grands problèmes de sédentarité qui sont majeurs dans notre population, surtout en Occident. Et ça, de donner la chance, disons, à des jeunes de poursuivre une activité très sédentaire à l'école plutôt que de les motiver par d'autres activités qui promeuvent le développement physique et puis une certaine forme de bonne santé. J'ai un peu de difficulté avec ça. Et l'élitisme dans ça, moi, je suis tout à fait contre tous les programmes élitistes à l'école, les programmes qui permettent à ceux qui sont les meilleurs de pouvoir y accéder, alors qu'on sait que les problèmes à l'école sont liés vraiment à la pauvreté et malheureusement à la culture. Lorsqu'on vient de pays très pauvres, où on n'a pas eu de la chance d'être éduqué dans ce pays-là, on n'aura jamais accès à ce e-sport-là. Donc, il y a vraiment, au contraire, je pense qu'il faut aller vers les enfants qui ont de plus en plus de difficultés à raccrocher à l'école parce que l'école ne leur parle pas le bon langage et parce qu'on ne leur donne pas les outils aussi pour se développer. De moins en moins de jeunes savent parler français et c'est l'outil par lequel on apprend tout. Et donc, n'ayant pas les clés de la discussion, entre autres en français, ou si c'était dans un domaine anglophone, en anglais, donc de ne possédant pas une bonne langue, on est incapable de les rejoindre. Parce qu'on parle avec un outil qu'ils ne sont pas capables de comprendre bien, dont ils ne saisissent pas les subtilités, avec lesquelles ils ne peuvent pas s'épanouir et créer eux-mêmes. Et dans ce contexte-là, les jeux vidéo jusqu'à maintenant ne m'ont pas prouvé, ou n'ont pas prouvé à beaucoup de gens, qu'ils sont un outil favorable pour développer l'outil de la compréhension d'un langage, et surtout qu'ils vont présenter très, très souvent des thèmes totalement éculés, pratiquement inintéressants et abrutissants, qui font qu'il faudrait faire une sélection. Comme Maude le disait au début, par exemple, il faudrait faire une sélection très intelligente, très précise de certains titres. Et à ce moment-là, on rentre dans des problèmes d'industrie, on rentre dans des problèmes politiques. Quels seront les lobbies qui voudront vendre leurs titres plus que d'autres dans des programmes universitaires? Quel jeu jouera-t-on au e-sport universitaire? Considérera-t-on que les jeux disponibles, parce que c'est pas tous les jeux, c'est très compliqué, faire un e-sport pour une compagnie, quels seront les bons e-sports et quels seront les mauvais? Alors, il y a toutes sortes de contextes éthiques qui font que d'un point de vue idéologique, c'est très, très intéressant et pertinent. Mais d'un point de vue pratique, moi, je vois beaucoup d'écueils dans tout ça. Comment est-ce que ça peut s'organiser? Déjà que dans notre système scolaire, on a de la difficulté à juste organiser des cours de français et de mathématiques. Alors, je vois pas où les compétences seraient pour organiser des choses aussi particulières et précises que du e-sport. On voit les problèmes aussi qui sont liés au sport, études dans certains cas, où la majorité des coachs ne sont pas du tout des pédagogues. Ce sont des gens qui jouaient au football, jouaient au soccer avant, et qui sont des sportifs, mais pas du tout des pédagogues. Plein de problèmes, autant de sexisme, autant de capacité à enseigner. Donc, avant de pouvoir entrer
justement ça dans les écoles, il faudrait avoir, je dirais, nettoyer nos écoles avant tout. Et là, je ne parle pas de mettre dehors des gens, je parle d'outiller des gens pour, après ça, être capable d'avoir cet outil-là en leur possession pour amener des jeunes à se développer. Et puis, il y aura quelque chose de toujours fondamental. Les garçons n'ont pas de modèle à l'école. Alors, il faut accepter que l'école étant, surtout au primaire, étant un monde de femmes, et c'est pas du tout une mauvaise chose. Je pense que les femmes ont des grandes qualités, surtout, entre autres, pour amener des jeunes enfants à sentir une certaine sécurité. On arrive au fait qu'en 6e année, on n'a pas de modèle masculin, ou presque. Ma fille est allée dans une école où il y avait 2 profs masculins dans toute l'école. Un en éducation physique, puis un autre en première année. Elle a eu la chance d'avoir le professeur en première année. Elle a trouvé ça extraordinaire, mais c'est tout ce qu'elle a eu. Donc, les modèles masculins, pour elle, ça n'existe presque pas, à part son père. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'il y a ce grand problème de société-là que le jeu vidéo pourra amener à, tranquillement, oui, on peut aider, mais on ne peut pas transformer une structure qui, d'elle-même, a déjà un grave problème pour intéresser les garçons à l'école. Puis bon, évidemment, Maud en parlait. TDAH, toutes sortes de choses, l'autisme non reconnu, même dans plusieurs communautés. On n'accepte pas que notre enfant puisse avoir des problèmes. On n'en va pas consulter, pas de médication. Donc, on crée justement d'autres problématiques qui vont bien au-delà de la capacité de nos enseignants à aider, à encadrer nos enfants. Et il y a beaucoup de parents qui ne sont pas capables, malheureusement, de faire l'encadrement dont Maud parlait tout à l'heure. Donc, on a vraiment quelque chose... Le jeu vidéo, j'y crois, là, comme outil, mais je pense que notre société a des problèmes beaucoup plus graves à gérer avant de pouvoir mettre le jeu vidéo dans les mains de n'importe qui ou de pouvoir les amener à encadrer. Il faut les éduquer. Et cette éducation-là n'est pas prête. En tout cas, on n'est pas prêt à le faire massivement. On peut le faire petit à petit dans chacune des écoles, petit à petit avec des groupes de parents, peut-être dans des maisons de jeunes, mais on n'est vraiment pas prêt à éduquer parce qu'en plus, on ne connaît pas ça. Donc, Maud pourrait peut-être le faire, mais on n'est pas des centaines. Je me permets une petite pub. Alors, je vais sortir avec un post-doctorant, une doctorante et un étudiant à la maîtrise en jeu, un livre qui s'appelle « Les jeux vidéo pour enfants ». Et voilà. Alors, ça va sortir en novembre parce que c'était vraiment pas dans mon plan de carrière d'aller du côté des jeux vidéo pour enfants. Non, c'est vraiment plutôt accidentel dans le sens où j'ai commencé à jouer à des jeux mobiles et là, je me suis rendu compte des stratégies que je considérais horribles de manipulation, puis d'incitation, puis même des interfaces truquées. On me faisait regarder de la publicité, on me faisait faire du gambling. Puis mais ça n'a aucun bon sens. Et je me suis dit, un peu naïvement, ça doit pas être la même chose dans les jeux pour enfants. Et c'est là que je suis tombée dans le rabbit hole en bon français. Et là que je me suis rendu compte des effets. Et que là, j'ai commencé à m'intéresser aux jeux vidéo pour enfants dans une perspective non pas éducative, mais de jeux de divertissement. Et je me suis rendu compte qu'il y a les études du jeu, il y avait presque rien sur les jeux vidéo pour enfants de divertissement. Donc, première surprise. Et donc là, d'essayer de creuser puis de voir un peu comment on peut penser cet objet-là, pas dans la perspective de l'éducation. Là, comme je dis, en jeux vidéo et éducation, c'est depuis les années 60-70 qu'il y a de la recherche. Là. Donc, je veux pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais du côté des jeux vidéo de divertissement, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, et en travaillant sur cet objet-là, j'ai été amenée à être en contact avec des parents, des pédagogues, des gens qui sont en lien avec des enfants, à me rendre compte qu'il n'y avait pas de connaissances. Il y avait vraiment un besoin de comprendre. Les parents voient l'intérêt du jeu vidéo, mais ils savent pas reconnaître les bons jeux, ils savent pas combien de temps je laisse mon enfant, comment j'encadre la pratique et tout ça. Et donc, c'est dans cette volonté-là de dire, essayons de s'asseoir et de voir comment on pourrait au moins donner quelques pistes de réflexion aux parents sur l'encadrement des jeux vidéo pour pas le démoniser, donc pour pas faire en sorte que, moi, chez nous, il y aura pas de jeux vidéo avant 12 ans, quelque chose de très direct comme ça. C'est impossible à faire. Oui, c'est ça. Ou à l'inverse, de laisser l'enfant sur des plateformes où il devrait pas du tout être.
Et donc, le livre se veut vraiment, c'est ça, c'est bien modestement, mais une première pierre à essayer d'éduquer à l'usage. J'ai trouvé un livre que je pourrais mettre en référence dans mon cours parce que déjà, c'est très difficile de sortir, comme tu dis, des livres en éducation. Donc, presque tout mon cours en design d'apprentissage est basé sur la psycho et l'éducation et la philosophie. Donc, vraiment d'avoir des gens qui vont venir du domaine du jeu vidéo, ça va apporter des lumières. Donc, mais merci, Maud, de le faire. Puis on a bien hâte de lire ça. Puis là, j'ai travaillé, mon postdoctorant est neuropsychologue et donc, il travaille beaucoup avec les jeux vidéo aussi. Et là, une des sections du livre, c'est vraiment les apprentissages. Quel type d'apprentissage peut retrouver l'enfant avec un jeu vidéo commercial. Là. Et donc, excellent, ça. Oui. Êtes-vous... En Chine, récemment, ils ont mis une nouvelle loi qui... limite le temps d'écran pour les jeunes. Je pense que c'est 3 heures par jour. Comment est-ce que c'est appliqué? En Chine, ils ont des méthodes plus faciles pour l'appliquer. Mais je pense pas que ce soit très applicable ici, mais est-ce que ce type d'idée de limiter le temps d'écran pour l'ensemble, en fait, de l'écran, là, pas juste les jeux, serez-vous, si c'était possible, en faveur d'une telle politique? Mais le temps d'écran, c'est sûr que c'est important de tenir compte de ce facteur-là. Tu sais, chez les pédiatres, ils vont dire avant 2 ans, c'est aucun temps. De 2 à 5, c'est 1 heure. Après ça, de 6 à 12, c'est 2 heures. Il faudrait vérifier exactement, là, mais c'est dans cet ordre-là. Cependant, de mettre vraiment la focale seulement sur le temps d'écran, c'est de passer à côté de la vraie question. Oui, il y a le temps, mais il y a aussi le contenu qui est extrêmement important. Donc, moi, j'aime mieux que mon enfant joue à un bon jeu pendant 1 heure que 15 minutes sur un jeu dans lequel il y a du gambling. Donc là, c'est la question du temps n'a plus sa place. Et un troisième élément aussi, c'est l'accompagnement du parent. Donc, c'est sûr que si l'écran est là pour calmer l'enfant, par exemple, bien là, il n'est pas bien utilisé et que là, même si c'est 15 minutes, le fait de calmer un enfant avec un écran est un mauvais réflexe. Alors que si moi, dimanche après-midi, il pleut, je m'assois avec mon enfant puis pendant 3 heures, on joue à la console ensemble, alors qu'on m'a dit que c'était 2 heures parce qu'il a 6 ans, mais il n'y en a pas de problème. On a passé un moment parent-enfant, on a tout développé un bon moment, mais aussi des compétences ensemble, des souvenirs, etc. Donc, ces 3 éléments-là, le temps, le contenu et l'accompagnement du parent. Oui, il y a ce concept-là, puis il y a l'idée que on passe à côté aussi d'un problème qui est sociétal. Donc, le temps d'écran pour les adultes, dans la façon dont on a réorganisé le travail de nos jours, est extrêmement néfaste, ne serait-ce que pour la sédentarité. Et je vais juste prendre mon exemple, parce que je le connais bien. Depuis 20 ans que je travaille sur un écran, je vois plus rien. Je veux dire, les yeux sont finis. Et donc, ça va arriver presque à tout le monde. 60% de la population porte des verres de contact ou des lunettes. C'est quand même pas normal. Il y a une problématique là de santé qui n'est pas du tout prise en considération. Et évidemment que pour un enfant, de commencer sa vie de jeune adolescent et même de jeune adulte à s'être brisé les yeux 8 heures par jour sur un écran, c'est vraiment pas lui rendre service. Et en plus, n'oublions pas que c'est la diversité des activités ludiques qui permet aussi un plus grand épanouissement. Donc, si ce n'est que le jeu vidéo, toujours le jeu vidéo, on a accès à une seule façon de se développer. Et même si les jeux vidéo ont des contenus très différents, ont des gameplays très différents, offrent des relations différentes avec le jeu, on passe à côté aussi de l'idée de comment est-ce qu'on sort de la sédentarité et comment est-ce qu'on peut le faire avec le jeu aussi. Il y a des tonnes de jeux. Le sport, en premier, est une activité totalement ludique et pas du tout sédentaire. Donc, de voir beaucoup de jeunes qui ne font pas du tout de sport, et je peux donner en exemple ma fille qui ne fait que de la natation et de la course, c'est, sans dire que c'est un problème, mais ça me touche, puis je suis obligé de réfléchir régulièrement, de dire, il faudrait qu'on se développe davantage, et en plus, le sport d'équipe, ça devrait être obligatoire pour tous, parce que c'est là qu'on développe les relations, on apprend à gérer ses frustrations, sa colère et tout ça. Alors que quand on le fait seul avec un programme informatique, c'est pas du tout le même processus, et ça nous aidera pas tant que ça dans nos relations de travail, dans nos relations de société, dans nos relations interpersonnelles, nos relations amoureuses. Donc, il y a beaucoup de choses à développer avec le jeu,
mais à l'extérieur des... Puis là, je prêche ma paroisse un tout petit peu, je l'avoue, mais à l'extérieur du jeu vidéo. Et souvent, ben, c'est là où le bas blesse. Moi, ça a pris beaucoup de temps avant que je puisse me débarrasser du stigmate jeu vidéo dans le domaine du design. Quand je disais design de jeu, pour mes collègues que j'ai aujourd'hui, ça fait 18 ans maintenant. Pendant les 8 premières années, c'était juste jeu vidéo. Et en plus, j'avais le bonheur et ou le malheur d'avoir été designer, directeur créatif chez Ubisoft. Donc, pour eux, c'était systématiquement que du jeu vidéo. Et ils oubliaient que mon passé, c'est du théâtre, c'est de l'improvisation, c'est ça mes jeux. Mes jeux, ce sont des jeux humains à échelle humaine, des jeux d'être humain à être humain. Et donc, ça a pris beaucoup de temps avant de leur faire comprendre que le jeu allait bien au-delà des jeux vidéo. Mais dans un domaine comme le design, qui n'est pas nécessairement un domaine, et plus que c'est loin d'être un domaine exclusif à quoi que ce soit, surtout design industriel. Mais quand on arrive avec design de jeu, on nous classe tout de suite design de jeux vidéo. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant que les gens acceptent, même à l'intérieur de ma propre école, acceptent que non, je parle de tout le design de jeu. La base du design de jeu, après, s'applique à l'objet qu'on veut. Lorsqu'on comprend comment designer un jeu, on peut l'appliquer. On peut même créer un nouveau sport si on veut. En autant que les gens l'aiment et l'apprécient et veulent le pratiquer. Ça, c'est là le nerf de la guerre. C'est la métrique que personne ne peut saisir, le fun, qui n'est pas une métrique finalement. Pour répondre à ta question, les pédiatres vont mettre de l'avant que si le temps que l'enfant est devant l'écran, c'est qu'il ne fait pas autre chose. Mm-hmm. Et c'est qu'est-ce qu'il ne fait pas qu'il faut être vigilant. Parce que, justement, il ne court pas dehors, il ne va pas grimper dans les arbres, il ne fait pas du bricolage, il ne manipule pas un livre, etc. Donc, c'est là où il faut être vigilant de voir l'écran comme un élément qui va prendre du temps de développement de l'enfant. Et il faut considérer l'écran, selon moi, comme un livre, comme un jeu de société, c'est-à-dire il y a un temps, on le prend, on le joue et on le remet là. Et à partir du moment où l'enfant a cette variété-là, il n'y a plus juste l'écran, il y a aussi le jeu de société, il y a le bricolage et tout. Et donc, très petit, on lui apprend à gérer son temps d'écran. Parce qu'il apprend l'autorégulation. Une fois que le 30 minutes est fini, on remet le jeu, on remet le livre, on remet le bricolage. Et comme ça, il peut grandir avec l'apprentissage de l'autorégulation. Chose que présentement, je trouve qu'on ne fait pas assez. Et particulièrement chez nos ados, qui sont les cobayes de notre époque, où on leur a pas montré à s'autoréguler. Ils ont des outils, des objets extrêmement addictifs qui sont pensés par des neuropsychologues pour être addictifs. Et donc, les ados répondent très bien à l'objet. Ils sont scotchés à leur écran, mais de leur taper sur la tête n'est pas la solution. C'est vraiment de nous, comme adultes, de leur enseigner l'autorégulation et comme adultes, de venir légiférer. Ça, c'est une autre question, mais ce que je mets de l'avant, il faut venir légiférer sur le design. Il faut venir encadrer parce que présentement, ça va contre la santé de population en entier. Et nous, plus individuellement, il faut encadrer, il faut aider les enfants, les ados à l'autorégulation plutôt que juste leur dire, ben, t'as eu 1 heure, c'est fini. Il faut que l'enfant arrive à lui-même faire, OK, j'ai envie d'aller jouer dehors, j'ai envie de faire autre chose. Et tranquillement, ben, c'est très complémentaire dans le fond, je pense, nos discours, parce que moi, je travaille à amener des créateurs qui vont être plus conscients de ce qu'ils font, des créateurs qui vont aussi avoir une propre éthique et qui vont faire que, oui, bien sûr, au final, l'employeur finira par essayer quand même d'avoir le dernier mot sur le produit qu'il veut bien avoir, mais en quelque part, celui qui a le droit de création dès le départ, celui à qui on donne la feuille blanche, peut quand même avoir un impact sur où s'en ira un projet, comment il sera organisé. Et après ça, même si on a un contenu qui peut être approximatif, si au moins on a proposé des mécaniques de jeu, on a proposé des choses qui sont tout à fait, qui sont intéressantes, qui sont engageantes, qui amènent l'émotion tout en étant totalement éthique, on peut arriver à changer aussi un tout petit peu d'une façon où la légifération ne pourra jamais arriver à atteindre les objets et les contenus. Donc, il y a vraiment une complémentarité qui doit s'installer. Et puis ça, je pense que pour l'instant, on n'a pas une vision assez systémique
la problématique. De toute évidence, Maud là, mais je veux dire, la grande majorité de nos décideurs, de notre population, n'a pas cette vision systémique-là. Et ça sera un travail d'éducation. Et sans, je pense que ni Maud ni moi pourrions prétendre à être les éducateurs de la société, mais tranquillement, il suffit de créer un mouvement. Et quand je regarde mes anciens étudiants travailler, comme j'ai pu le faire lors des derniers mois, je vois à quel point ils sont très différents des étudiants, des gens avec qui j'ai travaillé lorsque j'étais chez Ubisoft à l'époque. Donc, en 15 ans, il y a clairement eu une transformation, pas seulement grâce à l'université, grâce aussi au climat en général, à l'observation de produits de grande qualité aussi. Mais les jeux ne sont pas faits pour qu'on les joue 30 minutes. Ils veulent qu'on les joue pendant 3 heures à chaque fois. Et peut-être que si on était plus conscient de ça, et que les parents comprenaient que, regardez, ce jeu-là est épisodique. Et puis, il amène votre enfant à passer des périodes de 45 minutes et puis après de clore une partie et puis de pouvoir continuer par la suite. Il y aurait peut-être une plus-value aussi à ces jeux-là, mais ça passe, comme le mot le dit, par le design et les mécaniques. Au final, on va revenir un peu à ça, le nerf de la guerre et comment on les crée, ces jeux-là. Puis c'est pourquoi moi, même si je suis intéressé à un paquet de choses que Maud fait, ou qu'on parlait de Carl Terrien tout à l'heure, des historiens du jeu, c'est par l'histoire qu'on apprend qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai décidé de me concentrer sur comment est-ce qu'on crée ces objets-là et sur les créateurs de ces futurs objets-là pour essayer d'apporter un minimum d'éclairage là-dessus et pour qu'eux, par la suite, apportent l'éclairage qui sera encore plus puissant que ce que moi je peux faire aujourd'hui. Oui, je vais me tourner juste quelques secondes vers Carl pour nous demander le temps. Oui, on arrive un petit peu plus qu'une heure. Est-ce que tu me permettrais une question? Ben oui. On n'a jamais fait ça, mais là, je me permettrais une question. On parle d'encadrer le jeu, on parle de créer des jeux qui seraient plus épisodales, plus faciles à gérer. On est rendu dans un univers du jeu vidéo qui est très axé sur le jeu en ligne. Tantôt, on discutait de s'asseoir avec son enfant pour prendre le temps de jouer avec lui, de dire on va s'asseoir, on va jouer 1 heure. La réalité étant que c'est de plus en plus difficile de trouver des jeux qui ont du multijoueur local, parce que les jeux sont axés sur le multijoueur en ligne, puis on entend souvent les jeunes dire mais pourquoi je jouerais assis dans mon salon quand je peux jouer avec des milliers de personnes à travers la planète? Comment est-ce que tout ça influence le développement du jeu vidéo, puis comment est-ce qu'on peut revenir en arrière quand clairement les industries semblent s'en aller vers une globalisation du multijoueur beaucoup plus que vers l'aspect local où quand on était jeune on s'assoyait avec notre Nintendo 64, 4 amis dans le salon, puis il y avait maman à côté qui nous disait d'arrêter de crier. Oui, tout à fait. De point de vue philosophique, puis peut-être encore plus à la limite psychologique et anthropologique, on a aussi dérivé dans notre société vers une valeur des relations que moi j'appelle spectrales, c'est-à-dire les relations de personne à personne à travers un fil informatique ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on valorise presque autant la relation qu'on aura en ligne, alors qu'on ne verra jamais l'autre personne, on ne fera jamais d'autre chose que de jouer à ce jeu vidéo-là avec lui ou avec elle, alors que le jeu vidéo est un objet aussi de socialisation. Et cette socialisation-là, je pense, a perdu tous ses repères. Donc, on n'est plus du tout dans la valorisation des rapports humains, mais plutôt des rapports, oui, entre humains, mais à un niveau qui n'amène plus du tout toutes les façons de collaboration, de compréhension, de respect. On est vraiment dans à mon humble avis, là, je ne veux pas engager personne d'autre, mais dans une très mauvaise piste d'un point de vue philosophique à travers ça. Et c'est ce qui fait que là, les jeux en ligne sont vus aussi valables que les jeux entre nous, autour d'une table, dans le salon avec la N64 de l'époque. Et à mon avis, ça crée tranquillement le fait que lorsqu'on sort de ces relations spectrales-là et on se retourne vers notre entourage, on est parfois tout à fait incompétent. Et c'est un gros problème. Le jeu ne devrait pas servir à développer des relations qui ne peuvent pas être valables et durables à travers le temps et surtout dans un point de vue très pragmatique, c'est-à-dire dans notre entourage le plus proche, celui qui est avec nous, celui qui nous supporte dans toutes nos étapes de la vie et avec nos parents. Donc maintenant, je pense que de jouer avec nos parents de plus en plus, moi je suis un petit peu vieux, mais je suis quand même embarqué dans
dans le wagon des jeux, mais au moins à partir des gens qui auront des enfants bientôt, qui sont peut-être début de vingtaine, milieu de vingtaine, de jouer avec leurs enfants éventuellement, même avec leurs ados, ce sera tout à fait possible et j'espère qu'ils pourront intégrer ça aussi. Et il faut aussi que l'enfant puisse faire beaucoup de choses sans ses parents. Mais ça ne veut pas dire comme nous, on jouait sans nos parents, mais on jouait quand même avec des gens. Donc, tout ça fait partie d'un tout. Ça fait partie d'une forme de compréhension aussi des relations interpersonnelles qui est de moins en moins enseignée. Puis, dans les écoles, on a un peu oublié le savoir-être et puis on n'est que dans le savoir-faire et de la connaissance. Et le savoir-faire et la connaissance. On dirait qu'on revient à ce que c'était dans les années 50. Et honnêtement, on a un gros problème sociétal là-dessus. Et le jeu ne fait qu'être le reflet de ce problème sociétal-là. La valorisation des relations approximatives, j'oserais croire. Je nuancerais. Oui, bien sûr. Mais j'avoue être beaucoup plus plastique sur ma façon Parce que j'avais participé à une recherche sur ce qu'on appelait les hardcore gamers dans les années 2007-2008. Donc, le phénomène n'était pas très connu, puis on avait énormément de préjugés à ce moment-là. Et un des éléments qu'on a découvert en interviewant ces personnes-là, c'est que, en fait, la vie sociale en ligne était extrêmement riche et la vie sociale en ligne ne remplaçait pas la vie sociale en face à face. Elle venait s'ajouter et que, en fait, c'était un lieu où ils pouvaient c'était très masculin, on avait seulement deux femmes. Ils pouvaient là trouver des gens qui aiment la même chose qu'eux, partager cette passion-là, en discuter, puis éventuellement devenir amis, même devenir amoureux, se confier. Et donc, toutes sortes de rapports sociaux extrêmement riches qui étaient mis de l'avant à travers ces dynamiques-là. Et par la suite, j'ai continué toujours à travailler sur les rapports sociaux à travers les jeux vidéo. Et ce que j'ai vu, c'est aussi toutes sortes de personnes qui souvent sont laissées de côté, dont on pense pas, mais des personnes vivant avec un handicap, les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme, les personnes en région éloignée qui trouvent dans les communautés de joueurs un soutien social qu'ils n'ont pas en face à face. Et donc, c'est pas qu'ils perdent quelque chose, c'est qu'ils gagnent une socialisation. Et entre autres, les personnes avec le trouble du spectre de l'autisme, c'est beaucoup plus facile pour eux de communiquer à travers un dispositif tel qu'un jeu vidéo. C'est beaucoup plus normé. Ils comprennent mieux les rapports sociaux et se confient davantage. Et une recherche que je mène récemment, on vient de finir le terrain, il faut faire l'analyse, c'est sur le soutien social, l'entraide et la paire-aidance dans les communautés de joueurs et joueuses. Et donc, on a interviewé à peu près 85 personnes pour nous parler vraiment du soutien qu'ils ont trouvé, entre autres, au sortir de la pandémie. Et qu'il y a vraiment là, de la prévention du suicide, des petits organismes qui se sont créés pour venir écouter les joueurs, les joueuses, s'entraider entre eux. Et vraiment, il y a eu des vies sauvées grâce à cette socialisation-là à travers les communautés de joueurs et joueuses. Donc, je pense qu'il y a vraiment une valeur là à ces rapports sociaux-là, tant que ça les remplace pas, que ça remplace pas... C'est ce que je mentionnais, moi, plutôt. Ouais, c'est à partir du moment, c'est comme on dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils ne font pas pendant qu'ils font ça? Oui, c'est ça. Et je pense que, évidemment, le malheur étant que les gens qui ont trouvé refuge à ces endroits-là et qui ont trouvé des choses extrêmement importantes pour elles, c'est que la société ne puisse pas leur offrir autrement que de façon virtuelle. C'est peut-être ça... Évidemment, ça sort du jeu, là, on est bien d'accord, on sort un peu du sujet, mais c'est peut-être ça qui est alarmant. Que des gens en difficulté, que des gens avec le spectre de l'autisme comme ma fille trouvent plus dans les jeux que nécessairement à l'école avec ses amis. Puis que nos centres d'intérêt puissent pas être partagés d'être humain en être humain. Moi, j'ai été heureux dans ma vie. J'ai jamais vécu ça, ne pas pouvoir partager mes passions avec quelqu'un autrement qu'en ligne. Puis, je suis encore un peu incrédule de voir beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire, mais ça existe, c'est vrai. Et peu importe la façon dont moi je pourrais le percevoir, ça ne change pas la réalité. Et puis la réalité est que ces gens-là en ont probablement besoin. Et comme le dit Maude, pour nuancer mes propos,
c'est très important de considérer que c'est un ajout, bien sûr. Et puis, à partir du moment où ça ne le remplace pas, comme elle le mentionne, c'est tout à fait sain dans ce contexte-là. Et ceci étant dit, pour répondre plus directement à ta question, pourquoi le multijoueur? Mais c'est sûr que le problème, pour moi, il n'est pas individuel, il est vraiment dans le modèle économique. C'est qu'à partir du moment où on a eu vraiment le tournant quantitatif, le big data qu'on a appelé, on a commencé à collecter énormément de données puis à avoir une valeur économique à ces données-là, bien, il a fallu connecter tout. Donc, même les consoles sont devenues connectées. Et donc là, on dirait qu'on n'est plus capable de jouer hors ligne. Et c'est sûr aussi que le facteur principal de rétention dans un jeu, c'est les autres. Donc, le fait de faire du multijoueur devenait un facteur de réussite pour un jeu, ajoutait une sécurité à l'industrie. Et là, on rajoute aujourd'hui les modèles économiques qui sont basés sur les microtransactions, principalement là, dans les gros jeux, mais les abonnements, les passes, etc. Et donc, là, on a vraiment besoin de ce mode-là multijoueur pour créer le désir d'avoir l'item exclusif qu'on veut montrer aux autres, etc. Et donc, c'est dans ce contexte-là de modèle économique qu'il faut penser ce développement-là. Et ça, c'est les gros jeux qu'on peut dire, ceux dont on entend beaucoup parler. Mais c'est faux de dire qu'il n'y a plus des petits jeux, qu'il n'y a plus des jeux d'ampleur, mais par étapes, par séquences, qui peuvent... Ça existe. Il y a d'excellents jeux, justement, sans vouloir faire la pub, on est allé recenser des jeux pour enfants, mais il y en a aussi pour ados, pour adultes, qui sont des expériences touchantes, émouvantes, qui nous font épanouir comme êtres humains, qui sont pas dans ce modèle économique-là. Certains faits au Québec, en plus. Oui, plusieurs, en fait. On fait d'excellents jeux. Et en fait, mais c'est sûr qu'il faut le payer. Il faut l'acheter, le jeu. Donc, non, c'est pas des jeux gratuits. Non, il y a pas de boutique dans ce jeu-là. Tu l'achètes et tu reconnais le travail. Et là, il y en a beaucoup. Donc, il faut s'enlever l'idée que c'est plus possible de jouer comme on jouait avant avec notre console. Oui, c'est encore possible, mais on manque encore une fois de connaissances, de compréhension, d'éducation autour du jeu vidéo parce que on se dit un petit peu comme le cinéma, ben il y a que des blockbusters et tout. Ben non, il y a du cinéma d'auteur. Ben il y a des jeux vidéo d'auteur pour les enfants aussi, hein, des excellents jeux pour les enfants. C'est dur quand la stratégie est de mettre autant d'argent sur la publicité que sur le jeu. Si on prend, disons, dans les dernières... quand je suis parti d'Ubisoft, ça n'a pas pris de temps. Quelques années plus tard, on était rendu là où si le jeu avait coûté 30 millions, on mettait 30 millions pour la publicité. Donc, ça devient un peu une certaine forme de folie derrière ça. Et pour vendre de la copie, c'est peut-être le seul point qui manque dans ce que Maud vient de discuter. Si on veut vendre de la copie, prenons l'exemple des années 90, même début 2000 avec la N64. Lorsqu'on joue à Mario Kart, on a besoin d'une copie du jeu pour 4 joueurs. Maintenant, si on joue à Mario Kart en ligne, on a besoin de 4 copies de jeu pour 4 joueurs. Ça change complètement la façon de voir les choses. Et en plus, on n'a même plus besoin de développer de la physicalité qui coûtait un prix de fou. Bien sûr, pour l'environnement, bravo, mais attention, tout ce que ces serveurs-là pompent, il faut se demander si c'est si tant, même si on ne produit plus de matériel, est-ce que c'est tant, je dirais, environnementalement viable? Les études ne sont pas faites, puis j'aimerais les voir. On aimerait en faire des études là-dessus aussi. Donc, il y a vraiment toute une structure pernicieuse qui s'est développée. Et je pense qu'au final, bien sûr que toutes les transactions, mais vendre de la copie, c'est le nerf de la guerre. Ça a été le nerf de la guerre parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui développent des jeux maintenant. C'est trop, entre guillemets, trop facile de faire un jeu et on est pris dans une mare de jeux. Il y en a tellement trop, dont peut-être 10% sont de grande qualité. Si on prend, comme disait Maud, des centaines de jeux sur portable qui sortent presque à chaque jour. Les jeux russes, là, il y en a des milliers par année. Alors, comment se retrouver si on n'est même pas un expert, si on est un parent ou si on est juste un jeune qui veut s'amuser? Ah, mon Dieu, c'est aussi compliqué que... c'est plus compliqué que de conduire un véhicule et se retrouver avec toutes les signalisations au Québec, en plus. Imaginez. Donc, non, c'est toute une tâche. Toute une tâche. Puis, pauvres parents aussi, là-dedans, il faut être honnête dans tout ça. Là. Ouais. Au moins, on peut toujours se réunir puis jouer à Mario Kart. C'est toujours possible. J'ai encore ma vieille copie. J'ai mon Golden Eyes fini avec tous les personnages. Donc, il y a vraiment... Mais il y a des classiques qui, même sur la Switch, là, on peut...
Tout à fait. Très bien. Exactement. La Switch, Nintendo qui veut toujours essayer de rester quand même un peu dans cette position-là, mais Nintendo qui engorge tellement tous les détaillants avec une marge de profit monstrueuse qui fait qu'on n'est plus intéressé à vendre de la Nintendo parce qu'on va faire 2% sur chacune des ventes. Alors, ça fait qu'on met de l'avant beaucoup plus les Steam et puis les PS8 puis les Xbox 14 de ce monde. Oui, ben, on peut finir sur une dernière petite question. Ben oui, on a encore du temps. Vas-y un peu plus ludique. Dans l'avenir récent, est-ce qu'il y a des jeux qui vous intéressent? Que vous, en tant que personne ou en tant que chercheur, vous dites, ça, j'ai hâte qu'ils sortent, j'ai hâte soit d'y jouer ou soit d'analyser des éléments alentour de... Ben, moi, je vais vous surprendre, mais je suis principalement une joueuse de jeux de société. Ça s'appelle jeu de société aussi. Et donc, je suis beaucoup la production québécoise, j'aime beaucoup. Mais sinon, je suis les jeux, ben, par exemple, Earth, quand ça allait sortir, évidemment, j'ai suivi. Mais sinon, c'est... Non, je peux pas dire que j'attends quelque chose, mais les gros jeux, là, du style Earth, ça, oui. Moi, ben, de mon côté, c'est... je suis obligé de jouer à tellement de jeux, disons, pour être à jour dans les nouveaux designs, les nouvelles propriétés, tout ça, que j'en arrive à ne plus attendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que je joue un peu à tout ce qui sort, bon et mauvais, et pour piger des exemples, pour en parler aux étudiants et tout ça, qui fait que, inévitablement, puis ça, ben, ça vient avec le travail, j'imagine, on devient blasé, je veux dire. Puis, c'est pourquoi j'ai entre autres choisi d'enseigner les jeux vidéo, parce que c'est pas ma passion première, et puis donc, c'est plus mon expertise et non ma passion. Mais comme Maud, j'irais vers les jeux de table, et là, à ce moment-là, aussi, je joue à presque la majorité de ce qui sort, mais je me promène beaucoup sur les Kickstarter, et puis parfois, je vois des jeux vraiment très intéressants, mais je vous dirais, en toute honnêteté, que là, le jeu auquel j'ai plus le goût de jouer, c'est celui que je suis en train de faire. Donc, éventuellement, quand il sera fini, je vous dirai si l'attente en valait la peine. Je suis pas convaincu, mais on verra. Donc, on vous retrouve au Randolph. D'ici un an ou deux, ça pourrait arriver. Très bien. Ben, merci. On va conclure sur ces dernières remarques. Merci aux téléspectateurs et aux gens à l'audio pour nous avoir écoutés. Et on se dit dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.